Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes petits cahiers d'exercices de communication non verbale, donc sorti chez Jouvence. Ça fait 63 pages et pour ceux qui ne connaissent pas les petits cahiers d'exercices, c'est vraiment un concept assez génial. C'est en gros un stage à faire soi-même, seul ou avec des amis, mais en tout cas chez soi, tranquillement, avec beaucoup d'exercices, beaucoup de quiz, un peu de théorie, mais surtout beaucoup de jeux, de tests, de choses à faire, de réflexion. Et comme vous pouvez le voir, des petits dessins humoristiques, donc beaucoup d'humour, qui mettent de la pétillance, en fait, et quelque chose d'assez ludique dans les choses comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre-là? En fait, on trouve donc beaucoup de tests, de quiz, d'exercices à faire pour à la fois apprendre et vérifier qu'on sait ou qu'on ne sait pas des choses, pour peut-être battre en brèche certaines idées un peu reçues, mais aussi pour élargir en fait le champ entre guillemets des connaissances, voire des compétences. Alors, évidemment, c'est pas, il faut être modeste, c'est juste un cahier d'exercice, c'est pas vraiment un stage en tant que tel, encore que, mais en tout cas, c'est pour se sensibiliser à la communication non verbale. C'est pas avec juste un cahier de 63 pages que vous allez devenir un expert en communication non verbale. C'est juste pour découvrir, ouvrir des portes, en fait, vous sensibiliser à des choses auxquelles on ne fait pas forcément toujours attention. Voilà. Alors, quel est le contenu de ce petit bouquin? Le contenu, il est très simple, c'est de faire un espèce de panorama, un espèce d'inventaire, un espèce de voyage, comment dire, dans le monde de la communication non verbale, et en particulier de découvrir, d'explorer les 23 langages non verbaux que j'ai répertoriés en une quarantaine d'années. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir davantage, bien sûr, vous pouvez consulter le livre que j'ai écrit, le manuel, le guide pratique que j'ai écrit sur la communication non verbale chez Studirama, qui est très complémentaire, qui est lui beaucoup plus théorique, mais pas du tout ludique, et voilà. Et bien sûr, ça fait le parallèle, c'est exactement la même base conceptuelle, c'est-à-dire les 23 langages que j'ai recensés. 23 langages non verbaux. C'est évidemment énorme. Et encore, je me suis amusé à discuter avec une autre spécialiste de la communication non verbale qui me disait qu'en fait, il y en avait plus que 23 parce que j'avais regroupé dans un seul langage, par exemple, le look, qui pour elle, en fait, comprend plusieurs langages différents, 5 ou 6 ou 7, je ne sais plus, à savoir les vêtements, par exemple, mais aussi la coiffure, le maquillage, le parfum, les accessoires, les bijoux, les piercings et les tatouages. Voilà. Ce sont des langages autonomes puisque ce sont des signes de même nature qui ont le même code et on peut pas forcément, enfin on peut le faire, mais on peut faire un macro langage, mais c'est vrai que d'une certaine façon, au sens strict du terme, il faudrait les décompter individuellement. Voilà. Donc tout ça pour dire que peu importe qu'il y en ait 23 ou plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de langages et on n'y fait pas forcément attention. En général, d'ailleurs, les gens qui font de la communication non verbale ne parlent que de 3 langages qu'on pourrait résumer à la gestuologie, c'est-à-dire les gestes précisément, les gestes essentiellement des mains, mais éventuellement des pieds. Deuxièmement, les mimiques, c'est-à-dire la façon d'utiliser son visage pour transmettre ou exprimer des émotions. Et puis bien sûr, le langage des postures, qui indique évidemment le type de relation qu'on souhaite avoir avec son interlocuteur, y compris de façon plus ou moins consciente. Voilà. Donc ça, c'est la gestuologie, c'est essentiellement ces 3 langages. Ils sont traités d'ailleurs par ce qu'on appelle la synergologie, qui n'est pas une science au sens strict du terme, c'est juste une théorie, mais intéressante et complète, qui fait justement un inventaire, puisque celui qui l'a créé, en fait un Canadien, prétend avoir regardé des milliers de vidéos et avoir vérifié la signification de chaque geste, de chaque posture et de chaque mimique. Donc ça, c'est évidemment toujours intéressant. Il fait d'ailleurs la suite en fait d'un autre auteur qui est disparu malheureusement, qui s'appelait Messinger, qui était belge et qui a fait tout son travail, en fait tous ses livres sur essentiellement la communication non verbale, les gestes, enfin pour 90% de ses livres. Voilà. Alors, quels sont les fameux 23 langages ou les 20 autres langages non verbaux qui ne sont pas traités dans la plupart des livres, qui encore une fois confondent communication non verbale et gestuologie? Alors d'abord, la première chose à comprendre, c'est que la plupart des langages s'articulent quand même soit à partir du corps, soit autour du corps. Ce que j'appelle les langages périphériques, dont le look
excusez-moi, est un des langages évidemment phares. Parce que le look, c'est-à-dire la façon dont on s'habille et dont on comment dire, s'affabule, évidemment, c'est un langage très, très intéressant, très facile, très visuel, très visible et très impactant. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc déjà, donc à part les trois langages du corps, les trois langages du corps visuels en mouvement, il y a d'autres langages du corps qui sont visuels mais qui ne sont pas en mouvement. Par exemple, la morphopsychologie, me semble-t-il, et d'une façon plus générale les biotypologies, c'est-à-dire tous les systèmes d'interprétation du corps et du visage, nous disent en fait que le corps a une signification, que le visage a une signification. Essentiellement, la signification, c'est la personnalité. Voilà. Mais les psychiatres, par exemple Kretschmer et Sheldon, qui ont créé les biotypologies complètement parallèles, voire limite identiques, nous ont montré en fait qu'on pouvait détecter les maladies mentales à travers, en fait, les mensurations du corps, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, les maladies mentales ne sont que l'extrapolation des qualités ou des défauts, c'est-à-dire de la personnalité profonde. Voilà. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Après, on a des langages du corps non visuels qui sont tout simplement les autres sens qu'on utilise. Par exemple, la voix. La voix est un langage qui transporte et trahit en fait nos émotions essentiellement, notre état émotionnel, donc en fonction du timbre de la voix, de sa vitesse, de sa hauteur ou de sa gravité, de son rythme, de son timbre, on va transmettre en fait un certain nombre d'informations sur nous et qui vont avoir bien sûr un impact sur l'autre. Donc ça c'est important. Tout à l'heure j'ai évoqué les odeurs, les parfums. Les parfums c'est la moitié d'un langage, le langage des odeurs, puisqu'il y a les odeurs artificielles, celles qu'on choisit pour le plaisir et pour se donner une image, entre guillemets, mais il y a le langage naturel des odeurs. Les odeurs nous impactent et nous informent. Tout le monde connaît l'expérience que je relate ici sur les phéromones, c'est-à-dire ces hormones sexuelles mâles ou femelles qui ont pour but d'attirer justement les hommes ou les femmes, des partenaires de l'autre sexe, et qui sont décodées inconsciemment par tout le monde. Voilà. Et l'expérience, en l'occurrence, c'est qu'on a badigeonné une chaise, je crois, dans une salle de classe. En fait, on a badigeonné au hasard une chaise qui était ni au milieu, ni dans un angle, ni le long d'un mur, mais un peu au milieu de nulle part, en fait. Et on a demandé à 50 personnes de l'autre sexe de rentrer, de choisir, d'aller s'asseoir où elles voulaient dans la classe. Et la plupart des personnes se sont assis soit sur la chaise, soit juste à côté. Voilà, donc, et ça marche évidemment dans les deux sens. Si on demande à des hommes de s'asseoir, ils vont s'asseoir sur la chaise qui est aspergée par le phéromone femelle et inversement. Voilà, donc ça prouve bien que les odeurs nous informent. Je crois aussi que les enfants, les bébés en l'occurrence, qui n'ont pas encore le langage, et pour certains pas encore la vue, sont très sensibles aux odeurs de leur mère, mais aussi de toutes les odeurs qui circulent. Voilà. Donc, les odeurs, c'est très important. Le toucher aussi, bien sûr, le toucher est un langage. La façon de toucher, de serrer la main, de se toucher, les caresses. Encore une fois, ça c'est plus des langages de l'intimité, notamment entre les gens qui s'aiment ou entre maman et enfant. C'est un langage qui traduit et qui trahit et qui transmet beaucoup d'informations. On sait que certains enfants sont angoissés parce qu'ils ont en fait récupéré l'angoisse de leur mère. Généralement, c'est entre 3 et 6 ans de mémoire. Et ça se fait essentiellement par ces langages-là, par les langages de la voix, de l'odeur et du toucher. Plus un dernier langage qui est encore plus intime, qui est le langage du goût, qui évidemment fonctionne dans la sexualité et dans la relation entre le bébé et sa maman lors de l'allaitement par exemple. Voilà. Donc là, on a déjà toute une série de langages très intéressants et très importants. Et il y en a d'autres encore maintenant, il y a des langages, dans les langages périphériques. Donc j'ai parlé du look, qui on pourrait dire vraiment la micro-périphérie du corps, mais on a des langages encore plus périphériques qui sont par exemple les objets. On a tous par exemple des objets dans notre bureau, dans notre appartement, des objets qu'on transporte, des objets utilitaires qui ne sont pas vraiment des accessoires, au sens où le chapeau, la ceinture, le sac à main, tout ça sont un peu des accessoires un peu obligés. Mais je pense par exemple au téléphone, le smartphone.
Ça peut être l'ordinateur, ça peut être des sacoches de travail, enfin des choses comme ça, des ustensiles en fait qu'on va utiliser pour des usages un peu plus spécifiques. Eh bien, ces objets ont une vie et une signification. Il y a des codes et ils signifient des choses, bien entendu, tout à fait, de façon tout à fait importante. Voilà. Après, si on s'éloigne encore, il y a les objets qui nous transportent, autrement dit les véhicules. Et puis, on sait très bien que le choix du véhicule, au sens vraiment très large du terme, a une signification particulière. Est-ce que vous vous déplacez en transport en commun ou en véhicule privé? Et si c'est le cas, est-ce que c'est une voiture, une moto, un scooter, un vélo? Aujourd'hui, il y a des trottinettes électriques, etc. Donc tout ça est très intéressant et très significatif. Et à l'intérieur de chaque catégorie, il y a aussi des codes. On sait que, par exemple, les marques de voitures et leurs comment dire, modèles ont des significations très particulières. Les fabricants, bien sûr, de ces véhicules, de ces voitures, étudient ça de très très près, bien sûr, parce qu'ils veulent en vendre le plus possible et donc ils travaillent sur la signification consciente et inconsciente de ces voitures. Voilà, donc là, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a quelques exemples dans ce petit livre qui vous donneront des choses un peu plus concrètes. Si je continue le panorama, on a les animaux aussi. Ah oui, donc j'ai oublié de parler des meubles. Donc les meubles, c'est évidemment un langage intéressant parce que quand on est invité chez quelqu'un, la première chose qu'on voit souvent, c'est ça, c'est la façon dont l'espace est occupé, habité, décoré. Donc tout ça, c'est un langage, bien sûr. Là, c'est pas seulement les meubles, c'est aussi toute la décoration, c'est le feng shui. Donc ça dénote et ça trahit évidemment la façon d'être plus ou moins organisé ou bordélique, le niveau de richesse non pas réel, mais ce qu'on veut afficher. Est-ce qu'on veut en mettre plein la vue ou est-ce qu'on a plutôt une option minimaliste? Est-ce que, enfin, voilà, est-ce que l'appartement est encombré ou est-ce qu'il est dégagé? Les couleurs utilisées, les mobiliers, les matériaux, voilà. Et puis le rapport entre l'harmonie interne entre tout ça. Ça, c'est évidemment très intéressant. Et ça trahit profondément qui on est. Donc après, il y a les animaux, et j'ai découvert que le fait d'avoir des animaux, ça avait une signification. C'est ce que j'explique dans le livre. J'ai découvert récemment d'ailleurs enfin j'ai redécouvert ou vérifié plutôt que, par exemple, les gens qui ont beaucoup d'animaux sont souvent des gens qui ont été abandonnés dans l'enfance. Et voilà, donc je donne quelques exemples dans le livre. Et après, bon, il y a 3 types d'animaux. Il y a les animaux domestiques, évidemment. Il y a les animaux de la ferme. Ça, c'est aussi un choix de vivre à la ferme avec des animaux. Mais il y a des gens qui ont des animaux un peu fermiers, entre guillemets, en étant en ville. Je pense par exemple les gens qui ont un cheval et qui vont faire du cheval une fois par semaine, voilà, qui sont obligés de se déplacer. Voilà, il y a des gens qui ont des animaux dans leur jardin aussi. Voilà. Et des animaux fermiers, entre guillemets, des poules. Et puis, bien sûr, la 3e catégorie, la plus intéressante, c'est les animaux exotiques, qu'on n'utilise évidemment pas ni par besoin ni par dépendance. C'est plutôt pour montrer une différence, pour marquer une différence. Hein. Je pense à ce type que tout le monde connaît, enfin, ou presque, qu'on avait vu à la télé, qui élevait des crocodiles, en fait, qui vivait avec des crocodiles chez lui. Voilà, c'est crocodile Dundee, je sais pas quoi. Mais c'est clair que il veut dire quelque chose de lui. Et je pense aussi à un individu chez qui j'étais allé, qui avait un scorpion vivant chez lui, voilà, dans une espèce de vivarium là. Et bon, c'est clair qu'il disait quelque chose, il voulait exprimer quelque chose de lui, de sa différence. Donc voilà, ça c'est les langages du corps ou périphériques au corps, c'est les plus nombreux, c'est les plus intéressants souvent, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Par exemple, il y a le langage de l'action. Donc ça c'est un énorme bloc qui comporte à la fois ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Donc les actes attendus, il y a des choses qu'on fait en fonction des époques et des cultures dans lesquelles on vit. Par exemple, à une époque, tout le monde allait à la messe, la question ne se posait pas. Aujourd'hui, c'est plutôt devenu l'inverse, c'est plutôt minoritaire. Mais il y a des choses que tout le monde fait, que tout le monde doit faire. Regarder la télé, je sais pas, aller voter, enfin, etc. Donc le fait de ne pas faire ces choses-là, ça a une signification. Il y a des endroits aussi qui correspondent à des activités voilà, auxquelles certains individus vont tout le temps, d'autres jamais. C'est intéressant, bien sûr, c'est toujours les écarts par rapport à des normes psychosociales qui dénotent ou qui trahissent quelque chose. Donc ce qu'on fait, il y a les gestes quotidiens, bien sûr, il y a des gestes qu'on fait jamais, des gestes qu'on fait tout le temps, et puis il y a des gestes qu'on fait un peu comme tout le monde. Après, ce qui est encore plus intéressant qu'on fait, c'est la façon de le faire, c'est-à-dire le style. Je crois que là, il y a un boulevard énorme, il y a une encyclopédie entière à écrire, parce que chaque activité
pourrait être analysé spécifiquement et séparément, et je suis sûr qu'on découvrirait des choses. Par exemple, dans le grand livre dont je vous parlais en question, là, je me suis amusé à découvrir et à vérifier que la façon de dormir, la position qu'on adopte en dormant, seul ou en couple, eh bien, a une signification intéressante et complémentaire, bien sûr. La position seule, ça trahit sa personnalité, son état mental, et en couple, bien sûr, ça trahit le degré d'attachement à l'autre. Voilà, donc ça, c'est des choses très intéressantes. Mais il faudrait pouvoir analyser toutes les activités possibles et imaginables, la façon de marcher, la façon de danser, la façon de faire l'amour, la façon de, je sais pas, de gérer son argent, la façon de cuisiner, la façon de bricoler, la façon de faire du sport. Et chaque sport pourrait être analysé spécifiquement, bien sûr. Donc là, il y a encore une fois des milliards d'interprétations, des milliers d'interprétations, presque des milliers de langages possibles. Donc évidemment, on n'a pas le temps de développer tout ça ici. Ensuite, donc, il y a ce qu'on fait, il y a comment on le fait. À mon avis, c'est là où c'est le plus intéressant. Et je vous renvoie à Sherlock Holmes. Et puis après, il y a où on le fait, c'est-à-dire les lieux qu'on va investir, surinvestir ou désinvestir, évidemment. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Et ça nous amène au langage de l'espace, puisque agir, c'est agir dans le temps et dans l'espace. Et au niveau de l'espace, il y a un autre langage qui est très intéressant, c'est celui de la distance interpersonnelle, ce qu'on appelle la proxémie, qui a été développé par Hall dans son livre qui a fait qui a eu un retentissement énorme, qui s'appelle La dimension cachée, et où il analyse en fait les 4 degrés de proximité entre deux personnes, de la distance la plus éloignée, la plus sociale, à la distance la plus proche, la distance de l'intimité. Et en fonction en fait, de la distance dans laquelle on est, selon qu'on se rapproche ou qu'on fuit la personne, on indique très clairement, en fait, consciemment ou inconsciemment, si on a envie de plus d'intimité ou au contraire plus de distance. Et on peut comme ça regarder aussi, c'est encore plus facile chez 2 personnes extérieures. Voilà. Et puis dans ce langage de l'espace, il y a un autre langage qui est très intéressant, c'est le langage des places. Des places dans une salle, autour d'une table ou dans une salle de cours, une salle de conférence. Eh bien, on sait que le choix d'une place dans une salle trahit essentiellement le rôle que la personne va jouer ensuite. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est la plupart du temps totalement inconscient. Et quand en plus, je le dis à des gens dans des salles de formation, ou etc., en général, évidemment, c'est le déni, le refus, c'est pas moi, j'ai pris ça parce que c'est la seule place qui restait, ou c'était la plus proche, ou blablabla. Évidemment, tout ça, c'est des excuses. Les études qui ont été faites montrent que le fait d'arriver aussi en dernier dans n'importe quel type de réunion ou d'information, et fait partie du système, et que justement ceux qui arrivent en premier ils prennent presque toujours la même place, et ceux qui arrivent en dernier prennent presque toujours aussi la même place. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Après il y a le langage du temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours en retard, d'autres qui sont toujours en avance, et d'autres qui sont, mais beaucoup plus rares, à peu près toujours à l'heure. Ça c'est presque impossible. Évidemment, le fait d'être en avance ou en retard, ça trahit beaucoup de choses, notamment la relation à la mort, la relation à l'autre, la relation aussi aux règles, bien sûr, parce qu'on respecte plus ou moins les règles, et ça trahit aussi nos appartenances culturelles, puisque chaque culture a aussi une façon de gérer le temps particulière, et un peu de retard, ça n'a pas du tout la même, la même signification, enfin la même durée, selon qu'on est dans un pays anglo-saxon, dans un pays méditerranéen, ou en Afrique du Nord, ou même en Afrique noire. Voilà, ou en Asie aussi. Voilà, donc ça c'est très intéressant aussi, la gestion du temps. Et puis, dernière catégorie qui nous reste à voir, c'est ce que j'appelle les langages transversaux. Les langages transversaux, en fait, c'est un peu le foutoir, c'est un peu ce qu'on ne sait pas mettre ailleurs. Donc là, il y a des choses, il y a 4 langages essentiellement. Il y a d'une part le langage des couleurs qui est complètement transversal. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans les vêtements, mais aussi dans les objets, enfin bref, un peu partout, dans les voitures aussi d'ailleurs, dans les ustensiles, voire même, pourquoi pas, dans les animaux. Donc le langage des couleurs, c'est un langage universel, inconscient, plus ou moins, mais qui est facile à décoder et qui correspond en fait à la fois, qui trahit à la fois ce qu'on est et qui agit sur les autres. Parce que c'est évidemment, ça joue dans les 2 sens. Voilà, donc là il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus, je ne vais pas les reprendre, ils sont quand même assez bien documentés. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le langage des rêves, qui est aussi un langage transversal. Donc les rêves, c'est quoi? En fait, c'est des scènes entières dans lesquelles on retrouve de l'action, du mouvement, des couleurs, le style, et puis tous les
la plupart du temps, presque tous les langages qu'on a évoqués. Enfin, pas tous, mais en tout cas, certains peuvent être imbriqués dans ce langage. Des sons, des sensations, des émotions, des impressions, voilà, des odeurs, des couleurs, des saveurs, puisqu'on vit les choses de l'intérieur. Donc, voilà. Et en plus, il y a du langage également, donc il y a du verbal par-dessus tout ça, mais tout ça est un peu mélangé et complexe. Et puis, il y a deux autres langages qui sont intéressants. Il y en a un qui est un peu périphérique, qui va certainement plus ou moins disparaître. C'est le langage de l'écriture, le langage de la graphologie, qui n'est pas transversal, mais qui est un peu à la marge. Mais la graphologie, ça marche, ça c'est sûr et certain. Moi, je l'ai pratiqué pendant des années. Si ça ne marchait pas, les entreprises ne paieraient pas, continueraient pas à payer des fortunes des graphologues pour savoir quelle est la signification de la lettre de motivation de monsieur machin. Et les tribunaux continueraient pas à payer des graphologues pour faire des expertises judiciaires, pour savoir si c'est bien telle ou telle personne qui l'a écrite et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Voilà. Et puis le dernier langage, c'est le langage des maladies ou des accidents. Ça, c'est le décodage biologique des maladies de Dr Hammer, qui a découvert en fait que les maladies n'arrivent pas au hasard et elles arrivent souvent pour prendre le relais en fait d'un problème qu'on n'arrive pas à gérer autrement. Et donc c'est le corps qui somatise et il y a tout un comment dire un dictionnaire en fait, tout un corpus. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus pour décoder en fait telle maladie, tel problème, telle maladie. Donc tout le monde connaît plus ou moins le livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as, ou qui tu es, je ne sais plus. Voilà, mais il y en a évidemment, il y a aussi beaucoup de recherches qui ont été faites dans ce domaine-là. Voilà, donc j'ai fini mon tour de piste et mon inventaire des différents langages non verbaux. Si vous avez envie d'en savoir davantage et de vous amuser, encore une fois, lisez ce petit livre, Petit cahier d'exercice de communication non verbale. Et puis si vraiment vous voulez en savoir davantage, c'est-à-dire apprendre un peu plus le contenu, les codes, rentrer dans les contenus un peu plus prononcés, dans ce cas-là, je vous renvoie à mon autre livre, La communication non verbale, sorti chez Studyrama. Merci de votre écoute.